Madame, monsieur, bonjour. C'est la photo du putsch manqué en Espagne. À la tribune des Cortes, l'Assemblée nationale espagnole, le colonel des gardes civiles, Antonio Terrero, menace de son revolver les députés. À l'instant où je vous le parle, le colonel vient de se rendre et les députés commencent à sortir de l'Assemblée nationale espagnole. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Nous allons bien sûr tout de suite y revenir. Je voudrais simplement ajouter un autre titre. Bien sûr, c'est un titre qui concerne la France. La peine de mort a été requise ce matin contre Yves Maupetit et Jeannine Thériel qui comparaissaient devant les assises de Créteil. Revenons donc tout de suite à l'Espagne avec notre invité d'aujourd'hui qui tombe à pic dans l'actualité. Il s'agit de l'écrivain et scénariste espagnol Georges Semprin. Son portrait, Gérard Méry. Georges Semprin, 58 ans, ancien dirigeant clandestin du Parti communiste espagnol, un parti dont il a été exclu en 1964. Georges Semprin, vous l'avez dit, c'est aussi un écrivain et un auteur de films. Écrivain avec Le Grand Voyage, La deuxième mort de Ramon Mercader et Quel beau dimanche. Au cinéma, c'est Z, Stavisky, La guerre est finie et Les routes du Sud. Georges Semprin vit en France depuis la fin de la guerre civile, mais retourne très fréquemment en Espagne depuis 10 ans. Les temps ont changé à Madrid puisque ce combattant antifranquiste acharné a rencontré il y a 3 semaines le roi à Madrid dans sa résidence privée. Bien, Georges Semprin, vous allez peut-être un peu plus que d'autres aujourd'hui, un peu plus que d'autres invités, suivre l'actualité de près avec nous puisqu'il vous concerne plus précisément. Et tout de suite donc, les derniers événements. Le colonel Terrero qui vient de se rendre aux autorités espagnoles et les députés espagnols qui commencent eux de sortir des Cortes où ils étaient retenus en otage depuis hier soir 18h20. Alors tout de suite, je voudrais que nous rejoignions l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Gassot, qui se trouve juste en face de l'Assemblée nationale espagnole. Philippe ? En face de l'Assemblée nationale espagnole, il y a tout grand monde. Les derniers gendarmes s'en vont, les derniers journalistes sont en train de plier les câbles et le matériel, car tout est terminé. Il y avait quelques manifestants, il n'y a pas 10 minutes, qui criaient Libertad, Libertad derrière les fontaines de l'avenue qui amène aux Cortes, justement. Il y avait dans les petites rues adjacentes des manifestants aussi, il y a eu quelques échauffourées, il n'y avait pas beaucoup de manifestants, on peut chiffrer peut-être le nombre total à 4 ou 5 000. Il y a eu des coups échangés entre ce qu'on pourrait appeler les gens de gauche et les gens de droite, qui criaient des slogans, certains liberté, d'autres des slogans plus sensibles au fascisme. Et ce qu'il faut noter peut-être, c'est que depuis près d'une demi-heure, nous sentions qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun cri dans la foule. Il y avait eu des cris auparavant, et ensuite c'était le calme. On a vu arriver des autocars avec des rideaux aux fenêtres, et à ce moment-là, on a cru à la libération. Philippe, est-ce que vous avez vu sortir le colonel qui dirigeait les gardes civils qui ont tenté ce putsch à Madrid? Écoutez, nous n'avons pas vu sortir le lieutenant-colonel, nous n'avons pas vu sortir non plus les gardes civils qui se sont rendus. Parce que le colonel avait demandé expressément, au moment où il a signé, si l'on peut appeler ça comme ça, sa reddition, qu'il n'y ait pas de photographe. Donc, on a dû le faire sortir par une petite ruelle, ainsi que certains de ces soldats. Nous n'avons pas vu de gardes civils sortir de l'Assemblée nationale espagnole. Ils sont tous sortis par des petites portes et pris en charge immédiatement par les militaires qui entouraient l'édifice. Bien, d'après ce que nous avions appris ce matin, c'est le général commandant les gardes civils pour toute l'Espagne qui est rentré à l'intérieur du Parlement espagnol pour négocier cette reddition du colonel. Oui, c'est le général Prieto qui avait pour charge de passer aux actes et d'aller voir justement les soldats perdus qui étaient enfermés dans l'Assemblée espagnole. Mais il faut dire que dans l'hôtel où je me trouve actuellement, eh bien, il y avait un véritable gouvernement de crise. Il y avait des généraux, il y avait des hommes politiques, il y avait des conseillers. Nous avons vu arriver, il y a 1 heure environ, une longue file de voitures. Et ces personnes-là se sont placées dans un appartement et il s'agissait de décider de la méthode à utiliser. Et c'est le général Prieto qui était chargé, lui, d'aller faire les propositions. Bien. Philippe Gassot, vous restez encore une seconde avec nous, Georges Semprin. Peut-être une question à poser à notre envoyé spécial? Est-ce qu'on connaît les conditions dans lesquelles c'est négocié la reddition, plus en détail? Eh bien, écoutez, on ne connaît pas les conditions parce que tout s'est fait très secrètement. Mais ce que l'on sait à travers les témoignages qui nous sont parvenus, notamment le témoignage d'un fonctionnaire qui est sorti en même temps que les femmes députées qui avaient accepté de sortir, car je vous rappelle que toutes les femmes avaient été libérées par le lieutenant-colonel, mais que certaines ont préféré rester à l'intérieur en signe de solidarité. Eh bien, ce fonctionnaire nous a dit que les militaires qui
étaient dans l'Assemblée avaient l'impression d'avoir été complètement bernés. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, ils se demandaient pourquoi ils étaient là, et à ce moment-là, on a su que ça ne pourrait pas tenir très longtemps. La grande crainte qui subsistait, c'était qu'une tuerie ait lieu. Bien, Philippe Gassot, je vous remercie. Pendant que je vous écoutais, j'étais en train de lire, Georges Semprin, un premier témoignage d'un des députés qui a été retenu à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et son témoignage est assez impressionnant. Voilà ce que dit ce député, je vous le lis pour ne pas manquer une phrase de ce témoignage. Ce qui m'a le plus impressionné pendant ces longues heures de détention, dit ce député, c'est qu'à un moment donné, les militaires, les gardes civils qui nous gardaient ont renversé des chaises dans l'hémicycle, ils les ont lacérées avec des couteaux et nous ont affirmé qu'ils avaient l'intention d'allumer un grand feu. À ce moment-là, j'ai eu vraiment très peur, dit ce député, et j'ai cru, a-t-il poursuivi, que nous allions tous mourir brûlés. Finalement, je ne sais pas pour quelle raison les rebelles ont changé leur projet et ont apporté 8 grands cierges d'église de plusieurs dizaines de centimètres dont nous n'avons jamais compris l'utilité. Ils les ont allumés en face de la présidence, sur la table habituellement réservée aux sténotypes qui prennent bien sûr les débats de l'Assemblée nationale espagnole. Georges Semprin, est-ce que vous avez, vous, un témoignage, une première impression à porter sur, j'allais dire, le sérieux et l'importance de ce putsch manqué? Non, je crois que le putsch a été très sérieux, très sérieux. Je crois que il devait entraîner l'armée à sa suite. C'est là où il a échoué. Mais je crois que la conception du putsch à l'origine était tout à fait sérieuse. Si elle prend maintenant des allures de roman sud-américain, ça tient à d'autres circonstances. Mais au départ, je crois que c'est tout à fait rationnel comme démarche. Vous pensez que dans cette affaire, le colonel Terrero n'était qu'un fer de lance et qu'ensuite les militaires, voyant le tour qu'allaient prendre les affaires, auraient pu prendre sa suite et le remplacer même? C'est difficile de le dire avec les informations que nous avons. Terrero a toujours été un peu le fer de lance depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois qu'il est à l'origine ou mêlé à un putsch. J'ai l'impression que l'attitude du capitaine général de Valence, Milan del Bosque, et d'autres choses prouvent qu'il avait de l'espoir d'entraîner derrière lui une partie de l'armée. Et c'est là où il a échoué. Bien, je voudrais maintenant que nous revenions un petit peu en arrière pour mieux préciser dans les esprits comment tout cela s'est passé. Hier soir, donc, tout a commencé vers 18h20, au moment où le Parlement espagnol procédait, Bernard Benjamin, à l'investiture du nouveau Premier ministre, M. Calvo Sotelo. C'est ça, à ce moment-là, entre 150 et 200 gardes civils pénètrent dans le Parlement et ordonnent à tous les députés de se jeter à terre avant de déclencher une fusillade. Aussitôt, toutes les communications téléphoniques entre les Cortes et le reste du pays sont coupées. La télévision et la radio nationale commencent à diffuser de la musique classique. À 19h, Madrid est en état d'alerte. Les abords des Cortes sont bouclés par la garde civile dont les chefs s'installent au Palace Hotel, un hôtel situé exactement en face des Cortes. En fait, ils espèrent à ce moment-là entraîner derrière eux toute l'armée, mais celle-ci ne bouge pas, à l'exception du général Milans del Bosch, commandant la région militaire de Valence, qui lui décrète l'état d'exception. À partir de 20h, par téléphone, tous les capitaines généraux de province espagnols réaffirment leur soutien au roi pendant que les chefs d'état-major se réunissent. À 22h30, ces chefs d'état-major réaffirment leur soutien à la Constitution. Ils annoncent que toutes les mesures seront prises pour rétablir l'ordre. C'est le coup de grâce pour les putschistes qui savent à ce moment-là qu'ils ne seront pas suivis. Enfin, à 1h du matin, le roi apparaît sur les écrans de la télévision espagnole. Al dirigirme a todos los españoles, grave, très tendu, Juan Carlos donne l'ordre aux autorités civiles et militaires de rétablir l'ordre constitutionnel. Il appelle la population à demeurer confiante et sereine. Son appel est entendu par tous, sauf par les gardes civils qui continuent d'occuper l'hémicycle du Parlement. Toute la nuit donc, les autorités vont essayer de convaincre les insurgés de se rendre. En vain. À 5h du matin, le lieutenant-colonel Terrero, le chef des putschistes, lance un appel aux forces militaires pour qu'elles le rejoignent et qu'elles se mettent aux ordres du général Milans del Bosch. À 6h du matin, des troupes prennent position dans la cour intérieure des Cortes. Un gouvernement de la nation, formé des représentants des 4 principaux partis du Parlement à l'initiative du roi, demande la médiation du général Milans del Bosch pour négocier la reddition des putschistes. À partir de là, tout va aller très vite. Certains parlementaires, des femmes surtout, sont libérés. Et vers 9h30 ce matin, un groupe de 11 gardes civils sortent des Cortes, certains par la fenêtre, pour se rendre aux autorités officielles. Quelques minutes plus tard, 20 autres les rejoindront, puis encore 19 autres gardes civils. Enfin, vous l'avez dit, il y a environ une demi-heure, le lieutenant-colonel Terrero accepte sa reddition. Tous les députés retenus depuis hier soir 18h20 sortent des Cortes libres.
Bien, Monsieur Georges Semprin, on vient de voir le roi Juan Carlos à la télévision espagnole cette nuit. Vous l'avez rencontré, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez rencontré il y a moins de 3 semaines. Vous avez parlé avec lui de la situation en Espagne, bien sûr. Alors, dans cette affaire, est-ce que le roi sort grandi? Est-ce qu'il a montré cette fermeté qu'on lui reprochait de ne pas montrer, justement, jusqu'à présent? Je crois qu'il était ferme, bien sûr. Je crois que tout dépendait de lui hier soir. Je crois que la moindre hésitation, la moindre tentative de négocier avec les putschistes aurait été néfaste. Je crois que la façon dont il a réagi immédiatement et mis tout de suite auprès des capitaines généraux, qui ne sont pas tellement sont des gens capables de faire des coups d'État encore, certains d'entre eux, mais qui sont quand même soumis à leur fidélité à la monarchie et soumis à l'autorité du roi. Je crois que cette intervention rapide a été décisive. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute la classe politique, tout le gouvernement, tous les députés étaient prisonniers, étaient pris en otage. Donc, décidément, il se produit il y avait un vide politique, il n'y avait que le roi qui était... Il n'y avait que le roi qui était dans son palais. Voilà. Puisqu'à la fois M. Suarez, l'ancien Premier ministre, le nouveau M. Calvo Sotelo, et tous les leaders de l'opposition, M. Carrillo, González, étaient à l'intérieur. Étaient prisonniers. Des Cortés. Bien, nous reviendrons tout à l'heure sur le problème de la monarchie et de la situation politique en Espagne. Je voudrais maintenant que l'on parle du leader de ce putsch, la personnalité du colonel Terrero est mal connu en France. Il n'en est pas à son coup d'essai, vous allez le voir sur ce commentaire de Maurice Werther. Le lieutenant-colonel Antonio Terrero Molina, 49 ans, célibataire, n'a jamais été homme à cacher ses opinions. Il a été et reste franquiste et opposé à toute libéralisation d'un régime dont il a gardé la nostalgie qui pour lui est toujours ce qu'elle était. Ainsi, à la tête d'une unité de la garde civile, sorte de gendarmerie espagnole, un corps au total d'une 60aine de milliers d'hommes placés sous l'autorité du ministre de la Défense, à la tête de son unité, le colonel Terrero n'a pas voulu laisser hisser le drapeau basque, interdit sous Franco, mais légalisé en 1977. En 1978, il monte un complot pour enlever le Premier ministre Suarez. Il s'en tire avec 1 an d'assignation à résidence. Bien entendu, il est et demeure un adversaire acharné du séparatisme basque. Le cas de l'armée espagnole est tout différent. Dès la mort de Franco en 1975, le roi Juan Carlos s'est employé à l'épurer très discrètement par un jeu de promotion et de mise à la retraite anticipée, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée, de beaucoup la force la plus importante d'Espagne, est totalement loyale et a permis au roi Juan Carlos de rétablir la situation. Et alors, dernière chose pour être tout à fait complet, et il faut bien signaler que cet événement n'est pas survenu par hasard. Le contexte politique actuellement en Espagne est très délicat, avec aussi bien sûr des problèmes économiques, le chômage qui est important dans ce pays, et puis toujours le problème majeur, le problème du Pays basque. Serge Bisseret. Désorientés par la mort de Franco en 1975, qui de son vivant les avait contraints à la clandestinité, les partisans de l'ETA le sont plus encore par le processus démocratique entamé par le roi Juan Carlos. Le terrorisme ne désarme pas, il vise l'armée et surtout la police, et le statut d'autonomie des provinces basques, octroyé en 1980, ne l'arrêtera pas non plus. Au début de ce mois, le roi se rend au Pays basque pour une visite officielle de 3 jours, provocation inutile, pense la classe politique, acte courageux, pense la plupart des Espagnols, qui ne pourront s'empêcher de céder à la colère en voyant les députés extrémistes basques injurier le roi. Il y aura des coups échangés au Parlement basque. L'ETA n'en sortira pas grandi, mais la mort sous la torture du militant basque José Arregui va susciter une vague d'indignation dans tout le pays et réduire à néant les efforts du roi. L'objectif de l'ETA reste la provocation systématique à l'égard de la droite espagnole pour déstabiliser le pays et démontrer que la seule solution pour le Pays basque, c'est l'indépendance pure et simple. Monsieur Semprin, vous aviez écrit, je ne sais plus dans quel hebdomadaire, en 1978, qu'il n'y avait plus de danger, véritablement de danger de droite en Espagne. Alors aujourd'hui tout de même? Je ne me souviens pas d'avoir dit ça d'une façon aussi tranchante, étant donné que la transition s'est faite en Espagne du franquisme à la démocratie sous l'hégémonie de la droite. Il me semble difficile d'écarter tout danger de droite en Espagne. J'ai peut-être sous-estimé, comme beaucoup d'Espagnols, la possibilité d'un coup d'État militaire. Mais je crois que les événements d'hier soir prouve à quel point ce coup d'État militaire, proprement dit, était difficile, justement. Oui. Est-ce que le roi, lorsque vous l'avez rencontré récemment, vous a parlé des militaires? Est-ce qu'il pouvait craindre quelque chose? Est-ce qu'il craignait quelque chose de ce côté-là? Le roi m'a semblé très, très sûr de la fidélité et de la loyauté des principaux généraux, et surtout de l'état-major.
il m'a semblé moins convaincu de l'impossibilité absolue d'un coup de force ou d'une tentative de coup de force. Mais il était en tout cas très décidé à y faire face. Bien. Monsieur Semprin, pendant que nous parlions, viennent de nous arriver les premières images de la libération des députés espagnols qui étaient donc enfermés et retenus en otage dans le palais des Cortés depuis hier soir 18h20. Ces premières images nous parviennent en direct. Bernard Benjamin, il est peut-être difficile de les commenter véritablement parce que là, je ne sais pas exactement où nous nous trouvons là, Bernard. Nous sommes dans l'entrée de l'Assemblée nationale espagnole. Oui, on est pratiquement sur l'avenue où se trouvent les Cortés et où se trouve situé également le Palace Hotel, où se trouvait depuis hier soir un certain nombre de familles qui attendaient les députés espagnols et qui attendaient leur libération. Bon, ces images ont été très courtes. Voici de nouveau mon confrère de la télévision espagnole qui apparaît sur l'écran. Je voudrais revenir à la question que je vous posais tout à l'heure, Monsieur Semprin. Est-ce que vous pensez que, je fais référence à une phrase dont nous avez parlé hier soir dans notre journal de 20h, est-ce que cette phrase est exacte? Est-ce que le roi vous a bien dit il est plus difficile de faire rentrer les militaires lorsqu'ils sont sortis de leur caserne que de les y maintenir? Oui, il a dit par rapport au Pays Basque et par rapport aux questions du terrorisme basque, qui est évidemment une question difficile en Espagne, il a exprimé très fortement l'idée que il a fait allusion en fait qu'on faisait pression sur lui pour que l'armée s'occupe de la répression directe du terrorisme. Il a dit non, je ne ferai jamais sortir l'armée contre le terrorisme basque parce que on ne sait jamais quand l'armée rentre dans les casernes une fois qu'elle en est sortie. Bon, mais Monsieur Semprin, vous lui avez tout de même parlé du problème basque, un problème qui est loin d'être réglé. Très loin d'être réglé, c'est l'un des problèmes principaux de l'Espagne. Mais l'attitude du roi et l'attitude du gouvernement de Suárez avant, il faut voir maintenant quelle va être l'évolution de la politique, on ne sait pas très bien ce qui va se passer maintenant, était de l'attitude, disons, et il l'a prouvé au cours de son voyage, de négocier, à travers une certaine fermeté, mais à travers laisser ouvertes les portes de la négociation. Bien, alors là, il y a d'autres images qui nous parviennent, Monsieur Semprin. Celles-là doivent être les images que nous attendions depuis hier soir. Ce sont les images des événements. La personne qu'on vient de voir monter, le garde civil, l'officier qu'on vient de voir monter, a l'air d'être le colonel Terrero, justement, qui a mené les putschistes. Et on voit sur ces images-là, la première fois que nous les voyons, le général Gutiérrez Mellado, qui est le vice-président du Conseil et qui essaye, parce que c'est un général, d'imposer le respect aux putschistes. Voilà, et on entend la mitraillade dont nous parlons depuis hier soir. Ce sont les gardes civils qui accompagnent. Tous les députés sont à terre, là. Et voici le colonel Terrero qui est monté à la tribune, cette photo que nous avions montrée au début du journal, et qui, à l'aide des autres gardes civils, essaie de parler aux députés qui sont pour l'instant tous réfugiés derrière leur banc. Voilà le lieutenant-colonel Terrero qui agresse directement le vice-président du gouvernement, le général Gutiérrez Mellado. Je pense que nous n'allons pas trop commenter ces images, je pense que nous avons suffisamment expliqué la situation et nous allons vivre ces images en même temps que vous et les regarder car il y a un son qui est très important qui entoure ces images. Il n'y a pratiquement que les membres du gouvernement qui restent assis alors que la plupart des députés sont retranchés derrière leur banc. Ça, ce sont les minutes qui ont suivi donc l'arrivée des putschistes à l'intérieur de l'hémicycle des Cortés. Ce sont ces premières minutes que vous revivez, ce sont les premières images qui nous parviennent, que nous n'avions jamais vues jusqu'à présent. Et vous voyez les députés qui sont réfugiés où ils le peuvent, d'ailleurs, la plupart allongés derrière leur banc, selon les ordres d'ailleurs du colonel Terrero qui leur a demandé de s'allonger et de ne pas bouger. Et vous voyez les gardes civils qui maintiennent l'ordre dans l'hémicycle. Cela se passait donc hier soir vers 18h30, quelques secondes, quelques minutes à peine après l'entrée des putschistes à l'intérieur du palais de l'Assemblée nationale espagnole. Je crois qu'il faut répéter qu'à ce moment-là, la plupart des gardes civils qui ont participé à cette prise des Cortés ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. On leur a présenté la chose comme une opération destinée à emprisonner certains militants basques de l'ETA et en fait ils se retrouvent au Cortés entraînés bien malgré eux dans cette aventure qui s'est terminée donc il y a environ une demi-heure.
des images impressionnantes véritablement et qui montrent bien que, comme nous disions tout à l'heure, cette affaire était très sérieuse, car dans des moments comme cela, on ne sait pas exactement quelle pourrait et quelle sera et quelle pourrait être la réaction d'un certain nombre de personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et on ne sait pas non plus quelle pourrait être la réaction de ces militaires qui sont entrés, armes à la main, à l'intérieur des cortèges. Bien, je pense que nous aurons l'occasion de voir d'autres images. Celle-ci était véritablement très impressionnante. Georges Semprin, c'est presque aux scénaristes et aux romanciers que je m'adresse. On a l'impression d'un véritable film. C'est un film, oui, c'est un film ou un chapitre de roman, oui, en effet. Mais je crois que ça montre bien à quel point ce groupe se considère comme la détermination de cette action, on prouve à quel point ce groupe se considère comme le fer de lance d'une possible conspiration beaucoup plus. Imaginons qu'il n'y ait pas un seul capitaine général, comme celui de Valence, mais plusieurs, qui aient à ce moment-là décrété l'état d'exception et interdit tous les partis politiques. Le coup d'État réussi. Donc vraiment, nous avons été au bord même d'une propagation du coup d'État militaire. Bien, Georges Semprin, je pense que nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces images, car nous sommes en train d'en recevoir un certain nombre d'autres. Vous les voyez derrière moi sur l'écran, qui sont en train de nous arriver d'Espagne, de Madrid, en direct en ce moment même. Mais je pense que nous allons pouvoir maintenant passer aux autres grands titres de l'actualité, si vous le voulez bien, Gérard Mérigout. Oui, et en dehors de ce volumineux dossier espagnol, le deuxième volet de l'actualité à l'étranger est constitué par la poursuite du 26e congrès du Parti communiste d'Union soviétique qui se tient à Moscou. Le temps fort à l'ouverture de ce 26e congrès, c'était la proposition faite par Léonid Brejnev de tenir un sommet américano-soviétique. Accueil favorable à Washington, bien sûr. Toutefois, Alexander Haig, le nouveau secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, qui était hier soir l'invité de Cartes sur table sur Antenne 2, a indiqué que la Maison-Blanche acceptait l'idée d'un tel sommet, mais qu'elle y mettait des conditions. Nous écoutons le général Haig. Je crois très clairement, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit clairement, que les réunions au sommet doivent se traduire par des réalisations. Elles doivent être préparées très soigneusement. Cela veut dire qu'un certain nombre de divergences qui existent entre les partis au sommet doivent être sur le point d'un règlement par une négociation, d'une sorte ou d'une autre. Et je pense donc de ce fait que nous avons énormément de travail préliminaire à faire dans le domaine des divergences Est-Ouest avant que le sommet lui-même n'ait lieu. Invité également de Cartes sur table, Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères, qui poursuit lui aujourd'hui ses entretiens avec son homologue américain. Il a insisté au cours de cette émission sur la nette amélioration des relations franco-américaines. Les nuages entre Paris et Washington semblent aujourd'hui dispersés. Jean-François Poncet. Ce qui échange dans l'attitude des États-Unis à l'égard de la France, c'est la compréhension que la politique de la France, sa politique de défense, sa politique énergétique, sa politique financière, font de la France, en Europe, un partenaire stable pour les États-Unis. Ils comprennent déjà ça mieux, à votre avis, que l'administration précédente? Je crois mieux, et je crois qu'il y a là un changement important que nous devons comprendre. Pendant longtemps, les États-Unis ont recherché en Europe des protégés. Ce qui caractérise cette nouvelle administration, c'est qu'elle cherche des associés. Et il est probable que la France, à cause de sa politique, est un associé de poids, un associé qui a sa propre politique, un associé qui entend rester indépendant, mais un associé qui peut jouer sa part et aider les États-Unis à assumer avec nos autres partenaires européens les responsabilités de l'Occident. 2 peines de mort viennent d'être requises à Créteil. L'avocat général, dans son réquisitoire, a considéré qu'Yves Maupetit et Jeannine Thériel méritaient la peine capitale. 3 meurtres et de nombreux autres méfaits sont reprochés à ce couple qui, pendant plusieurs mois, aura défrayé la chronique. Paul Lefebvre. Ils sont coupables tous les deux, la femme et l'homme. L'avocat général Charles Michon vient de réclamer 2 peines de mort à l'issue d'un remarquable réquisitoire, une sorte d'encyclopédie du dossier. S'y sont greffées des phrases qui étaient autant de verrous contre une éventuelle indulgence. Ce dossier contient, dit l'avocat général, ce dossier contient des crimes qui mordent la sensibilité de l'opinion publique. Un peu plus loin, n'égarez pas votre pitié, c'est un sentiment qu'ils ont, eux, toujours ignoré. Et enfin, il y a des pardons qui tuent, ne faites pas la charité avec les dépouilles des autres.
Maupetit, placide mais intéressé, Thériel, tassée et absente, une nouvelle fois, ils ont revu, peut-être revécu, ce que l'avocat général a appelé leur frénésie du crime. Menacés du néant qu'ils ont généreusement réparti à leurs victimes, Maupetit et Thériel sont sortis de la salle sans un geste, sans un mot et même sans un regard. Peut-être résignés, sans doute accablés. Ils ont encore 1 jour et demi d'espoir. Bien, Monsieur Samprin, votre réaction à cette double peine de mort? Pour l'instant, elle est très simple. Je suis totalement adversaire de la peine de mort, de toute façon, quelles que soient les circonstances. Donc, je ne rentre même pas dans le détail. Je dis que je suis... Ça veut dire quoi, quelles que soient les circonstances? Quelles que soient les circonstances, en effet, quels que soient les crimes commis. Je ne pense pas que ça s'arrange avec la peine de mort. Bien. Je voudrais qu'on revienne une seconde, Gérard, avant d'aller au reste de l'actualité. Je voudrais qu'on revienne une seconde aux images qui nous parviennent de la télévision espagnole. Je voudrais qu'on montre... Ah, on vient de quitter à l'instant ces fameuses tables dont parlait tout à l'heure le député qui témoignait à sa sortie de l'Assemblée nationale, à sa libération, qui parlait de cierges qu'avaient installés les gardes civils sur une table au milieu de l'hémicycle. Et justement, au moment où nous parlions, nous avions cette image de ces cierges qu'avaient installés les putschistes. Malheureusement, cette image vient de disparaître. Là, ce que nous avons, ce sont des images de l'hémicycle vide. Gérard, la suite. Oui, à propos du procès Maupetit-Thériel, les peines de mort ont été requises. Le verdict demain soir. Le Parti communiste, la police et la sécurité. Charles Fitterman a présenté tout à l'heure une proposition de loi portant sur la réforme de la police. Ce projet qui vise à supprimer, selon le PC, l'utilisation des forces de police dans le règlement de conflits politiques et sociaux veut par ailleurs rétablir les policiers dans leur mission essentielle et permanente, c'est-à-dire garantie des libertés et sécurité des personnes. Comment parler de liberté si on a tout simplement peur de sortir de chez soi ou même d'y vivre sans se barricader? La proposition de loi que nous rendons aujourd'hui publique se situe donc dans cette démarche. Parler de sécurité comme droit et comme liberté pose en effet une question centrale, celle de l'utilisation des forces de police. Nous disons qu'il faut en finir avec le véritable détournement de ces forces au profit de l'État Giscard et du grand patronat. Il faut en finir avec l'extraordinaire impunité dont bénéficient les patrons responsables d'accidents du travail ou bien ceux qui se livrent à des opérations de gangstérisme économique ou de carambouille. Il faut en finir avec l'utilisation de la police contre les travailleurs qui se battent pour leur emploi et pour leurs droits. Il faut en finir avec la participation de la police à la préservation des intérêts partisans de la coalition réactionnaire au pouvoir, aux opérations politiques les plus douteuses ou même aux provocations pures et simples. On en a eu des exemples dans le passé. Il faut de toute urgence mettre la police au service exclusif de la sécurité des gens, de la protection des biens publics et privés, de la garantie des libertés individuelles et collectives. C'est précisément l'objet de notre proposition de loi. Monsieur Samprin, c'est à l'ancien membre du Parti communiste que je m'adresse. Comment jugez-vous cette évolution? Vous vivez en France, donc comment jugez-vous cette évolution récente du Parti communiste français à l'occasion de cette campagne présidentielle? La drogue, maintenant la sécurité? Et je crois que c'est très simple, c'est pas la peine de s'attarder beaucoup là-dessus. Je crois que nous assistons à une campagne d'ordre moral et qu'évidemment, après avoir touché la question de la drogue, on touche maintenant celle de la sécurité. Tous les thèmes de l'ordre moral vont être abordés par le Parti communiste français. Je crois que c'est dans la logique, peut-être aberrante, mais dans la logique de son action actuelle. Nous allons... Et pour toucher quel public, j'allais dire? Pour toucher le public qui est concerné par l'ordre moral, c'est-à-dire pour toucher ce qu'on peut appeler le poujadisme de gauche. Qui n'est pas la vraie clientèle du Parti communiste, normalement. Qui est une clientèle marginale, mais qui est une clientèle qui peut être utile électoralement et qui peut surtout servir beaucoup à masquer l'isolement du PC sur les thèmes essentiels de l'union de la gauche. Je sens dans vos propos, M. Samprin, beaucoup d'amertume. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer ici d'anciens membres du Parti communiste, ils sont un petit peu comme ces amoureux dépités. Ils sont encore plus... Ah non, je n'ai jamais été amoureux de Fitterman, ça vous pouvez être sûr que non. Mais du Parti communiste. Mais de l'idéologie. Oui.
Est-ce que c'est exact? Est-ce que tous ces événements récents vous rendent encore un petit peu plus amer ou un peu plus dépité d'avoir participé à cette aventure? Parce que vous avez participé à l'aventure du entendu. Vous avez même écrit des poèmes à la gloire de Staline à un moment donné de votre vie. Oui, c'était il y a longtemps. Oui. Non, je ne sais pas si c'est de l'amertume, je ne sais pas si c'est de la lucidité, je ne sais pas si c'est l'amour déçu, mais en tout cas c'est une rupture très franche et très nette avec mon passé, et donc une vision des choses beaucoup plus critique et beaucoup plus claire. J'ai l'impression que, je ne dirais pas que nous avons été floués d'avoir consacré tellement d'années à cette activité-là, mais que il aurait mieux valu faire autre chose. Bien, la fin de l'actualité, Gérard. Une disparition et une naissance dans la presse française. Le jour où Libération est introuvable dans les kiosques, un nouveau quotidien y fera cet après-midi son apparition. Il s'agit de Combat socialiste, un journal du soir édité par le PS. Jacques Merlino vient de rendre visite à ce jeune et nouveau confrère. C'est dans une demi-heure seulement que les machines ici se mettront en marche pour sortir un nouveau journal, Combat socialiste, le quotidien lancé par le PS. Ce sera un journal du soir sur 16 pages au format tabloïd et tiré à 100 000 exemplaires. Pour la petite équipe de 26 journalistes qui fera vivre ce quotidien, le défi sera de répondre à la fois aux aspirations des militants et à celles du grand public. Dans le premier numéro, mis en vente dès ce soir, une interview intéressante de François Mitterrand sur le problème de l'emploi. François Mitterrand fait 6 propositions, dont pour l'essentiel la création de 210 000 emplois, dont 150 000 dans la fonction publique, et la réduction des charges sociales des entreprises de main-d'œuvre par une modification des cotisations sociales. Je vais extraire seulement ces 2 points, car cette modification des cotisations sociales est un aspect tout à fait nouveau dans les propositions faites par le Parti socialiste. Voilà donc en avant-première l'un des aspects de ce nouveau journal dont je vous rappelle le titre, Combat socialiste. Revalorisation du salaire des instituteurs. Parmi les mesures arrêtées par le Conseil extraordinaire des ministres hier à Rambouillet, le relèvement décidé donc du salaire des instituteurs, une mesure qui devrait prendre effet à partir de la rentrée 82, mais là où elle ne fait pas l'unanimité, c'est que seuls les nouveaux promus en bénéficieront. Dominique Lory. 4 000 francs au lieu de 3 600 à la sortie de l'école normale, 6 500 au lieu de 5 900 en fin de carrière, des augmentations non négligeables mais qui ne donnent pas satisfaction au syndicat national des instituteurs. 3 années de négociations qui se terminent par un échec ou par un demi-échec. Pourtant, lorsqu'en avril 1979, le ministre annonce une modification de la formation des instituteurs, 3 ans au lieu de 2, passage obligatoire par l'école normale, plus une année universitaire, syndicats et ministères manifestent leur satisfaction. Reste un point litigieux, le traitement des instituteurs, un des plus faibles d'Europe avec celui des Anglais. Hier, le ministre annonce une augmentation pour la rentrée 82 pour les nouveaux maîtres, c'est-à-dire pour ceux qui ont reçu 3 années de formation, soit 5 000 personnes. Alors que le syndicat national des instituteurs réclame un relèvement pour l'ensemble de la profession, y compris les retraités, soit pour 350 000 personnes. La différence, vous le voyez, est importante. Bien sûr, le dossier reste ouvert, les négociations continuent, mais déjà le SNI veut manifester son mécontentement en lançant un mot d'ordre de grève pour le 9 mars. Donc attention, le 9 mars, les écoles primaires risquent d'être bien perturbées. Carnet rose et actualité heureuse, c'est officiel. Le prince Charles d'Angleterre épousera Lady Diana Spencer. La rumeur qui circulait depuis quelques jours à Londres a été confirmée il y a quelques minutes par Buckingham Palace. Charles, 32 ans, Diana, 19. Quelques espoirs déçus pour de nombreuses prétendantes au cœur de Charles. Pas pour Léon Zitrone, en tout cas, qui nous annonçait ici même sur ce plateau qu'il avait déjà préparé ses fiches pour cette occasion. Léon n'avait pas marié la reine, il mariera donc son fils, Charles, le futur roi d'Angleterre. La France coupée en deux, là il ne s'agit pas de constatation géopolitique, mais de la situation météorologique de la France. C'est en tout cas ce que vous nous disiez tout à l'heure, Alain Gillot-Pétré. Et ce que je vous répète maintenant, en effet, de l'air chaud près de l'océan Atlantique, de l'air froid qui vient du continent de l'Europe centrale, une confrontation de ces deux masses d'air, et bien nous sommes au milieu donc du mauvais temps, doux à l'ouest et effectivement froid à l'est. Regardons les températures ce matin à 7 heures, elles vous le prouveront. Vous voyez des gelées dans l'est et le nord-est du pays, au nord aussi, -2 à Lille, -3 à Nancy, -3 à Strasbourg, -2 à Besançon, beaucoup plus doux près de l'Atlantique et aussi près de la Méditerranée. Pour cet après-midi,
un temps variable, en général, vous allez voir la carte qui va venir tout de suite, voilà. Au nord-est du pays, un temps très froid et sec avec de belles éclaircies, des éclaircies aussi sur les Alpes du Sud et la Corse, mais le ciel se couvrira progressivement avec quelques pluies. Sur le massif central, de la neige, sur le bassin parisien, un temps mi-figue, mi-raisin, des nuages, des éclaircies et des températures qui vont fraîchir. Enfin, dans l'ouest, un temps plus doux, avec des éclaircies et de la neige sur les Pyrénées. Les températures prévues pour cet après-midi, d'abord les régions le nord et l'est du pays, Lille 3, Cherbourg 5, Brest 8, Paris 3, Strasbourg 1. Vous revoyez qu'à l'est, il fera effectivement très froid. Au centre, même type de temps, température assez fraîche. Nous sommes d'ailleurs en baisse depuis 10 jours par rapport aux normales saisonnières. Enfin, au sud du pays, voilà, Agen 8, Toulouse 7, Marseille 10, Biarritz 9, Bastia 13, évidemment, il fait plus chaud. Merci Alain. Monsieur Semprin, nous disions tout à l'heure en commentant l'actualité espagnole d'aujourd'hui et ce putsch manqué que le roi avait montré sa fermeté, qu'il avait rétabli la situation en sa faveur, mais est-ce que justement le fait que ce putsch ait eu lieu ne remet pas, j'allais dire, au goût du jour la possibilité d'un retour à un régime plus autoritaire en Espagne, ce qu'on pensait complètement abandonné après la réussite de la démocratisation du pays? Non, je ne sais pas, je ne crois pas ça, je ne sais pas. Le problème qui se pose, c'est quels sont les termes, s'il y a des termes de négociation entre l'armée et le roi, quels sont les termes sur lesquels l'armée a négocié sa fidélité. Est-ce que c'est un accord inconditionnel de fidélité au roi et, selon les propres paroles du roi, de respect et de rétablissement de l'ordre constitutionnel, ou est-ce qu'il y a eu une négociation? Il est évident que, avec le lieutenant-colonel Tejero, j'imagine qu'une procédure militaire de cour martiale va être en cours, mais quel est le terme de la négociation? On ne le sait pas. N'oublions pas que ça s'est passé hier au moment où il y avait le débat d'investiture à la majorité simple, puisqu'il n'avait pas eu la majorité absolue, de M. Calvo Sotelo. Disons en passant d'ailleurs que c'est un nom un peu prédestiné dans l'histoire espagnole. Son oncle, l'assassinat de son oncle a été l'origine directe de la guerre civile, et l'investiture du neveu provoque cette intervention. C'est un peu, là nous retombons dans le scénario, dans le roman. C'est un moment de l'investiture. Quel est le programme de ce gouvernement? Va-t-il être le même? Va-t-il changer? Tout ça est encore difficile de dire. Ma question était un petit peu différente. Est-ce que justement ce putsch manqué ne va pas donner des idées à des militaires, j'allais dire, plus sérieux que cela, plus organisés justement, montrant que les choses sont tout à fait possibles? Je ne crois pas. Je crois que ce putsch manqué prouve d'une façon tranchante, et quelle que soit maintenant, mettons de côté la possibilité d'un accord politique, prouve la fidélité définitivement de l'armée actuelle au roi. Donc la fidélité à la Constitution, même si c'est une fidélité, disons, du bout des lèvres. Bien. Monsieur Semprin, je voudrais que nous revoyions tout de même maintenant ces images exceptionnelles que nous envoyait tout à l'heure la télévision espagnole, ces images de la nuit dernière que nous vous montrions tout à l'heure en direct lorsqu'elle nous parvenait, de l'hémicycle des Cortes. Au moment même, donc, nous revoyons ces images, au moment même où hier soir, pistolet à la main, comme sur la photo, le lieutenant-colonel Tejero rentre à l'intérieur de l'hémicycle et fait rentrer les gardes civils qui l'accompagnent. Et ce que le roi donc devait déclarer quelques instants plus tard, au moment de m'adresser à tous les Espagnols, avec brièveté et concision, étant donné les circonstances extraordinaires que nous sommes en train de vivre, je demande à tous la plus grande sérénité et la confiance, et leur fais savoir que j'ai communiqué aux capitaines généraux des régions militaires, des zones maritimes et aériennes, l'ordre suivant. Face à la situation provoquée par les événements qui se sont déroulés au Palais du Congrès et pour éviter toute confusion, je confirme que j'ai ordonné aux autorités civiles et à la junte des chefs d'état-major de prendre toutes les mesures qui s'imposent
pour maintenir l'ordre constitutionnel dans le cadre légal actuel. Toute mesure de caractère militaire qui, le cas échéant, pourrait devoir être adoptée, devra recevoir l'approbation de la junte des chefs d'état-major. La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendraient interrompre par la force le processus démocratique que la Constitution votée par le peuple espagnol a fixé en son temps au moyen d'un référendum. Voilà donc pour ces dernières images qui nous sont parvenues aujourd'hui d'Espagne, où le putsch a véritablement donc manqué, puisque le colonel Terrero vient de se rendre aux forces et aux autorités, aux forces armées et aux autorités espagnoles. Monsieur Samprin, vous avez invité autour de cette table un peintre espagnol, monsieur Eduardo Arroyo. Pourquoi avez-vous invité monsieur Arroyo? Pour une raison très simple, c'est qu'il a peint pendant toute l'époque, la dernière époque du franquisme, puisqu'il n'est pas assez vieux pour avoir vécu tout le franquisme, il a peint toute une série de toiles qui ont un rapport direct avec la société espagnole sous le franquisme, qu'il a été persécuté à cette époque-là, en Espagne, qu'il a eu des difficultés, et qu'il fait toujours une peinture qui a un rapport avec cette société et avec l'héritage du franquisme, et qu'aujourd'hui, il me semblait que c'était intéressant de la voir. Évidemment, l'actualité nous a un peu débordé, oui, de la voir pour commenter ensemble. Monsieur Arroyo, nous allons voir quelques-unes de vos toiles sur les diapositives qui vont passer sur l'écran. Est-ce que vous pensez, vous, que l'Espagne d'aujourd'hui est encore marquée, pour les jeunes générations, est encore marquée par le franquisme et qu'elle le marquera encore très longtemps? Je pense effectivement qu'on a beaucoup avancé dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine démocratique. C'est certain qu'on ne se trouve pas dans la situation où je trouvais quelques années. Mais c'est bien évident aussi que, hélas, nous continuons à vivre sous la séquelle de certains un passé, notamment avec les choses que vous avez entendues récemment avec la police, etc. Alors moi je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant d'avoir vu ce qui s'est passé, ce qui peut se passer encore, et je trouve que enfin le gouvernement même a subi dans sa propre peau cet affront énorme, et je crois que c'est à cause de la faiblesse de ses propres gouvernements que ces choses-là ont pu se passer. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que M. Samprin sur l'évolution démocratique et irréversible de l'Espagne? Oui, certainement. Oui, je pense. Je suis optimiste en rajoutant une chose dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous avons vu le vide politique, nous avons vu l'armée obéissante au roi, nous avons vu le roi maintenir son attitude de respect de la Constitution, mais nous n'avons pas vu, et ça c'est une chose qui me frappe beaucoup, les syndicats ni la gauche dans cette crise. C'est ce qui me frappe beaucoup dans cette crise, c'est l'absence de mobilisation de la gauche. Bien sûr, les leaders étaient enfermés au Parlement, oui, mais ce qui peut expliquer les choses. Des partis d'opposition qui sont structurés et qui savent ce qu'ils veulent, n'ont pas besoin d'avoir leur chef absolument tout le temps devant eux pour prendre des décisions. Ouais. Ce qui me frappe hier dans Madrid et dans les autres villes, c'est l'absence totale de réaction de la gauche vis-à-vis de ça. De réaction, disons, constitutionnelle et modérée, si on veut, mais de réaction de masse. Il n'y en a pas eu. Et à votre avis, à quoi doit-on ou à quoi ne doit-on pas cette réaction? Je crois que c'est lié à toute la stratégie de la gauche en Espagne aujourd'hui, qui est une stratégie assez hésitante et qui a accepté la transition sous l'hégémonie des pouvoirs les plus conservateurs d'une façon, disons, trop passive. Et qu'aujourd'hui, on paye, d'une certaine façon, on paye les conséquences de cette passivité de la gauche. Par exemple, vous avez dit, ça je m'en souviens, que vous n'étiez pas d'accord lorsque M. Carrillo allait manger avec le roi, dîner avec le roi. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le fait que M. Carrillo, qui a déclaré jusqu'à 1975 que le changement de régime serait une révolution et que rien ne pourrait empêcher le peuple espagnol de balayer en 6 mois la monarchie de Juan Carlos, je n'ai pas compris qu'après, sans faire absolument aucune analyse autocritique de ces positions-là, il ait accepté cette réalité et qu'il ait capitulé devant elle. C'est ça que je critique. Je ne critique pas le fait qu'il ait pris conscience finalement de la réalité espagnole, ça c'est plutôt tout à son honneur, ou à l'honneur de son intelligence pragmatique, mais je considère qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, et que de la déclaration qu'il faisait en 1974, comme quoi le peuple espagnol allait balayer la monarchie juancarliste en 6 mois, à l'acceptation inconditionnelle de cette monarchie, il y a des marges qu'un parti qui se prétend de gauche peut ne pas franchir. Bien. Monsieur Arroyo, nous avons vu une de vos diapositives tout à l'heure, nous allons essayer maintenant de voir les autres, et vous allez nous les commenter. Ce sont des œuvres qui sont actuellement exposées en France, dont une à Beaubourg. Je pense que nous allons les voir d'un moment à l'autre.
Voici la première. Oui, ça c'est un tableau d'il y a 4 ans, ça s'appelle Heureux que communiste a fait un long voyage, c'est un peu de ce qu'on parlait justement, quelqu'un qui rentre au pays. Le retour des exilés. Oui, enfin quelqu'un qui rentre au pays après 40 ans et se trouve ce pays complètement comme une lézardée, détruit comme dans un grand sommeil. Vous voyez, c'est la chambre, ça représenterait, enfin, ça, c'est un peu schématique naturellement, enfin, un peu dit. Et là c'est quoi? Oui, enfin, ça c'est justement le retour des émigrés, mais plutôt de l'autre Atlantique, un peu plus vieillis, avec des espoirs que peut-être ils ne sont pas encore vu l'actualité, disons. Enfin. Bien, Georges Semprin, je voudrais maintenant que nous regardions un extrait d'un film qui s'appelle Les Routes du Sud, qui a été réalisé par Joseph Lozay. Je voudrais qu'on regarde cet extrait de film pour rappeler d'abord que vous êtes scénariste et auteur de romans et que vous avez notamment participé à L'Aveu et ainsi de suite, et Z, etc., etc. Je voudrais qu'on regarde un extrait de ce film, Les Routes du Sud, qui parle bien sûr de l'Espagne et de la guerre civile en Espagne. Et je vous poserai une question ensuite bien précise. Qu'est-ce que vous foutez là? Georges Semprin, on a dit que c'était un petit peu une œuvre autobiographique que ce personnage joué par Yves Montand, qui participe à la guerre d'Espagne, comme vous l'avez fait. Non, moi je n'ai pas participé à la guerre d'Espagne, je n'avais pas l'âge, non. Mais il y a toujours un peu d'autobiographie dans tout ce qu'on écrit, dans tout ce qu'on fait. Là, je crois que l'important de cette scène, on n'est pas revu depuis longtemps, c'est l'arme. C'est-à-dire sur le rêve de ce militant antifranquiste, ou de ce combattant antifranquiste, de continuer la résistance, puisque les autres images qu'on voit, c'est la résistance en France, et d'abattre le franquisme à travers le même processus. Et le film est un peu la prise de conscience, un peu le même thème que la guerre est finie, que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer autrement. C'est-à-dire nous retombons là sur les thèmes actuels. Comment s'est fait cette transition, et elle ne s'est pas faite à travers une rupture violente, mais à travers des processus beaucoup plus calmes et beaucoup plus... Que tout le monde le pensait. Beaucoup plus calme que tout le monde le pensait. Georges Semprin, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Monsieur Arroyo, merci également d'avoir participé à ce journal un petit peu bouleversé, mais c'était l'information qu'il voulait. J'espère que nous avons rendu le plus complètement possible, rendu compte des événements en Espagne aujourd'hui. Au revoir, excellent après-midi. Puis ce soir, bien sûr, à 20h, nous reviendrons sur l'ensemble de ces événements. Au revoir.